Alors, bonjour tout le monde. Robert Loisel de l'Association des biologistes du Québec et membre responsable des laboratoires au département des sciences fondamentales. Bienvenue à tous et à toutes pour cette conférence de Mme Christine Gagnon. Je vous souhaite la bienvenue, tout le monde. Alors, Mme Christine Gagnon est biologiste. Elle a fait un baccalauréat à l'Université de McGill, Montréal. Elle est au Centre de conservation de la biodiversité boréale aux eaux sauvages de Saint-Félicien. En septembre, elle a eu une occasion extraordinaire de se rendre à Churchill, Manitoba, pour participer à un camp de leadership qui réunissait plusieurs gens qui travaillent dans les jardins zoologiques. Elle est donc venue partager avec vous cette expérience assez exceptionnelle, déterminante parce qu'à un moment donné, dans une conversation avec Mme Maude Laberge, notre directrice régionale, elle a dit, « Maude, il y avait avant Churchill et il y a maintenant après Churchill. » Donc, c'est un événement important dans la vie de Mme Christine Gagnon. S'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Bienvenue. Ça fait plaisir de vous rencontrer. On est un petit groupe, donc on va faire ça de façon conviviale. Si jamais vous avez des questions en cours de route, gênez-vous pas. Pourquoi Churchill est unique? On va aussi parler évidemment des ours blancs, de leur écologie, de la conservation de l'espèce, mais aussi de l'écosystème arctique. On va parler un peu de changement climatique, évidemment. Alors, on va d'abord commencer par se situer. Alors, vous avez évidemment le Québec ici. J'avais eu la chance d'aller à Coudjouac l'année dernière, qui est à peu près ici. C'était ma première rencontre avec la toundra arctique. Et Churchill est juste ici. C'est la très grande ville de Churchill. Vous avez ici vraiment plus la ville comme telle, avec les rues. Je les ai pratiquement toutes parcourues avant de partir dans la dernière journée. Et ils ont une façon aussi très jolie de montrer les noms des rues avec des ours blancs, évidemment, qui sont omniprésents là-bas. Alors, Churchill a environ 900 habitants pour une population d'ours blancs à peu près équivalente. Il y a environ 900 ours blancs dans la population à Churchill. Et 50% des gens qui demeurent là-bas sont de des descendances, sont des gens des Premières Nations ou des descendants. Et on a les Inuits, les Cris et les Dini. Malheureusement, je ne peux pas vous traduire les Dini. C'est la première fois que j'entendais ce nom-là. Mais en anglais, ils les appelaient les Dini. Et on y accède par train et par avion. Évidemment, là, qu'il n'y a pas de route. Les seules routes que vous voyez, c'est pour circuler autour en ville. Alors, pourquoi Churchill est unique? Vous voyez ici, on a 4 grandes rivières. On a la Hayes, la Nelson, la Churchill et la Seal qui est ici. Churchill, il y a une petite pointe comme ça. Ça, c'est le parc national de Wapusk. C'est le seul endroit au monde où on va retrouver des ours blancs en si grande concentration. Parce que c'est là que la glace va prendre en premier à l'automne et c'est là qu'elle va fondre en dernier au printemps. Parce que la part des rivières que je vous ai montrées va faire qu'il va y avoir beaucoup d'eau douce qui va être mêlée à l'eau salée de la baie. Et automatiquement, l'eau douce, on gèle à 0 degré, l'eau salée gèle en dessous de 0 degré. Donc, en ayant un apport d'eau douce, ça fait en sorte que l'eau va geler plus rapidement. Alors, les ours vont attendre, tout simplement attendre sur les rives de la baie d'Hudson que l'eau gèle pour retourner chasser. Alors, c'est tout ce qu'ils font, se promènent un peu et principalement, ils sont au repos. Alors, vous savez que la clé pour la survie, c'est vraiment la conservation d'énergie. Donc, ces ours-là n'ont pas d'apport énergétique, ils ne mangent pas. Et ils sont au jeûne à cette période-là de l'année. Donc, ils veulent sauver leur énergie, ils se reposent, ils attendent la glace. Ils ont un très, très bon programme à Churchill pour permettre la cohabitation des ours blancs et des humains de façon sécuritaire. C'est le Polar Bear Alert Program, où on a des gens qui sont là pendant la période où les ours arrivent à l'automne. Ils vont être à peu près 3 mois à travailler durant cette période-là, des agents qui ont leurs pagettes, leurs armes et qui vont d'abord essayer de prévenir l'arrivée des ours blancs près de la ville. S'il y a des ours qui arrivent trop près de la ville, ils vont tenter de les éloigner avant qu'il y ait vraiment un face-à-face avec l'humain. Mais si jamais ils arrivent trop près de la ville, à ce moment-là, ils vont être obligés de les capturer et de les amener dans ce bâtiment-là. Eux, ils l'appellent la jail. Ils envoient les ours blancs en prison. Mais
Avant 1980, tous les ours blancs qui s'approchaient de Churchill étaient abattus. Et maintenant, je crois que l'opinion publique, la situation des ours blancs, l'écotourisme qui se fait maintenant à Churchill grâce aux populations d'ours blancs qui sont là, ça ne serait plus possible, évidemment, là, de faire ça. Ils ont une gestion qui coûte cher, mais qui est très efficace, et pour le milieu, qui rapporte beaucoup, là aussi. Alors, on a visité cet endroit-là, qu'ils appellent le Polar Bear Holding Facility, et qui contient 28 cellules, je dirais, entre guillemets. Et ils vont garder les ours blancs qu'ils ont capturés, ils vont les garder 30 jours à cet endroit-là. Tout ce qu'ils ont, c'est de l'eau, ils ne les nourrissent pas, et ils ont le minimum de contact. Les ours blancs ne les voient pratiquement pas. Eux vont être capables de surveiller les ours pour voir comment ils se portent, mais les ours ne peuvent pas vraiment voir les humains. Alors, on voit les deux agents, je les appellerai les agents de la faune, je ne sais pas si c'est le titre qu'ils portent là-bas au Manitoba, qui ont eu la gentillesse de nous donner des explications. On voit les cages, ils en ont beaucoup. Alors, au pic de la saison, tous les enclos à l'intérieur de ce bâtiment-là vont être pleins. Il y en a des plus grands pour les femelles avec les oursons. Et quand on est arrivé à ce bâtiment-là, il y avait un ours blanc qui était en train de finir de se faire manipuler, de se faire mettre dans un filet comme ça. Et je l'ai vu partir pour aller se faire héliporter à 45 km de la ville. Et ça fonctionne très bien, parce que dans la plupart des cas, les ours ne reviennent pas en ville. Donc, c'est un prix à payer pour l'ours blanc de se faire, d'aller passer un certain temps à cet endroit-là. Par contre, ça fait en sorte que la population humaine est en sécurité et l'ours blanc aussi, évidemment, parce que si on compare à se faire enlever la vie comme avant 1980 à maintenant, c'est un compromis qui est très acceptable là, pour les populations humaines et d'ours blancs. Alors, on va parler un peu d'écologie et de ce que j'ai plus appris sur l'ours blanc quand j'étais là-bas. Toute la semaine, on avait un docteur en biologie du gouvernement du Manitoba qui était avec nous et qui disait qu'il y a des années où il voit des femelles, par exemple, vraiment émaciées, avec des oursons très maigres, qui dit ils ne passeront pas là. C'est certain qu'ils ne vivront pas, ces oursons-là. Mais en ce qui me concerne, j'ai eu la chance de voir des beaux individus. Regardez ce mâle-là, avec la magnifique fourrure qu'il a. Alors, l'ours blanc, évidemment, est le plus carnivore des ours. Il va manger principalement du phoque annelé, aussi du phoque barbu, des baleines échouées, du beluga, qui se retrouvent en très grande quantité, d'ailleurs, dans la rivière Churchill, à cet endroit-là, durant l'été. Même, il a été vu en train de manger du caribou en Russie. Et dans les bonnes années, quand il y a beaucoup de phoques, beaucoup de nourriture, il peut se tuer jusqu'à 44 des jeunes phoques. Alors, imaginez s'il n'y a plus de prédateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai fait juste un petit calcul rapide. On dit qu'en moyenne, il y a 45 jeunes phoques annelés qui sont mangés par un ours blanc. Alors, si c'est un gros mâle, il va en manger plus, une petite femelle moins, mais en moyenne 45. Je multiplie ça par la population mondiale, ça me donne un chiffre de 1 125 000 phoques par année. Alors, si j'enlève le plus grand prédateur de cet écosystème, évidemment, ça va créer un déséquilibre sur tout le réseau trophique. Ça va créer un déséquilibre chez les populations de phoques, chez les populations de poissons. Tout l'écosystème marin va en souffrir. Il y a très longtemps, les scientifiques pensaient que l'ours blanc errait dans la grande blancheur de l'Arctique. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer une carte avec les différentes populations d'ours blancs. Ils ont des territoires et ils se reconnaissent, ils savent où ils sont. Et c'est ça qui fascine aussi les scientifiques parce qu'ils ne comprennent pas exactement comment l'ours réussit à s'orienter. Le mammifère quadrupède là, qui bouge le plus. L'ours blanc va marcher des dizaines de kilomètres dans une journée et nager également. Et ça, c'était ce qu'on espérait voir durant le voyage, une femelle avec ses deux oursons. Normalement, c'est le moment où on entend un « Ah ». Nous, c'est ce qu'on a fait. On est resté de nombreuses heures à côté d'eux à les observer. Ils sont forcés au jeûne, mais ils sont adaptés à ce jeûne-là. Et comme je le disais tantôt, ils vont ménager leur énergie. Et c'est pour ça qu'on voyait la femelle avec ses deux petits. La plupart du temps, ils étaient tout simplement allongés comme ça. Mais aussi, durant la période de chasse, il survient un moment où
c'est pas une bonne année, il n'y a pas beaucoup de proies. Aussi, encore, il y a un blizzard terrible pendant une semaine de temps dans l'Arctique. Les ours ont cette capacité-là de rapidement tomber en hibernation pour ralentir leur métabolisme, pour ménager leur réserve de graisse, qui est très précieuse, leur énergie. Alors, imaginez une femelle qui est gestante, qui vit avec la population de Churchill. Elle va être forcée au jeûne pendant 8 mois. Pendant 8 mois, parce que si la glace est fondue en août, alors elle va entrer, elle, dans sa tanière autour du mois de septembre et en ressortir seulement au mois de mars avec ses oursons. Elle va devoir se supporter elle-même et ses oursons pendant toute cette période-là. Les ours blancs, on voit que la côte est importante pour eux, pour les femelles en particulier, parce qu'on voit que les chiffres le montrent ici. Les tanières ont plus tendance à être sur le bord de la côte. Mais encore une particularité de Churchill, c'est que les femelles vont faire leur tanière entre 29 et 118 km des côtes, à l'intérieur des terres. Quand nous, on a fait la tanière aux zoos, on s'est dit, on va essayer de la faire le plus naturel possible, donc au niveau de la forme, des dimensions. J'ai contacté plein de chercheurs, j'ai contacté des gens au Parc national de Wapusk, et eux m'ont dit qu'effectivement, c'est le seul endroit au monde où les femelles vont faire leur tanière dans le pergélisol. Alors, nous, ça nous a donné le prétexte de pouvoir mettre une litière naturelle dans le fond de notre tanière. Alors, une autre particularité de Churchill. C'est possible pour les femelles de faire leur tanière sur la glace, ça arrive. Mais il y a un désavantage évident. Ils peuvent se retrouver à dériver sur la mer. Ils peuvent être obligés aussi, s'il y a une tempête, que la glace se brise, être obligés d'abandonner ces oursons pour sauver sa vie. Donc, c'est beaucoup plus risqué. Et ils ont trouvé une femelle qui avait voyagé sur 1000 km, qui avait dérivé sur 1000 km durant son hibernation alors qu'elle était sur la glace. Une femelle, en moyenne, va demeurer avec ses oursons entre environ 2,3 ans. Il y a certaines femelles qui vont avoir un cycle reproducteur de 2 ans et d'autres de 3 ans. Et évidemment, ce qui joue beaucoup sur si les oursons vont rester 1 an et demi ou 2 ans et demi avec la femelle, c'est la nourriture. À des endroits où la nourriture est abondante, où ça va bien, les oursons, la femelle va chasser les oursons plus rapidement. Mais si les oursons, c'est plus difficile, il y a moins de proies, la femelle a déjà beaucoup investi avec ces oursons-là. Donc, elle va continuer de les garder pour donner plus de garantie à son investissement parental, je pourrais dire. Parce qu'aller jusqu'au moment où les oursons naissent et au moment où elle va les allaiter, l'investissement parental n'est quand même pas très élevé. Là, je vais juste vous faire un petit résumé rapide de la stratégie de reproduction des ours blancs. Au printemps, il va y avoir accouplement qui va provoquer l'ovulation, il va y avoir fécondation des œufs, les cellules vont commencer à se diviser. Ensuite, il va y avoir arrêt des divisions, il va se former une couche autour de ça, on va appeler cette étape-là un blastocyste. Et ça va rester en suspension dans l'utérus. Environ 6 mois plus tard, ça va s'attacher à la paroi utérine. Et là, les embryons vont commencer à se développer. Environ 8 à 10 semaines. C'est pour ça qu'on a des oursons qui pèsent environ 600 grammes, qui sont à peu près longs comme ça, avec une femelle qui va peser 350, 375 kilos. Alors, elle n'a pas beaucoup investi de son énergie pour avoir des petits oursons comme ça. L'investissement parental commence au moment où elle commence à les nourrir. Alors, si elle les garde 1 an et demi, elle a le sens du devoir accompli. Ils ont bien nourri, ils ont appris à chasser, il y a de la nourriture, elle va les chasser tout simplement et elle va se reproduire à nouveau. Alors, c'est intéressant de voir aussi des disparités, encore une fois, dans les populations. Et regardez le lait de la femelle. 31 à 36 de matière grasse durant la première année. Alors, ça vous donne une idée de comment la femelle doit être bien engraissée avant de mettre bas. Parce qu'elle va avoir à se supporter elle-même, encore une fois, et ses oursons, et à fournir toute cette matière grasse-là. C'est pour ça que la stratégie de reproduction des ours est intéressante, parce que si la femelle n'est pas en bonne condition physique, elle n'est pas suffisamment engraissée, elle peut tout simplement avorter ou abandonner ses oursons à la naissance. Et ça ne lui aura pas coûté beaucoup en termes énergétiques. La deuxième année,
on voit que la matière grasse diminue beaucoup, de 18 à 20 la deuxième année. Là, les oursons vont plus manger les proies avec la femelle. Donc, bien malgré lui, l'ours blanc est devenu l'emblème des changements climatiques. Au Canada, son statut est préoccupant. Il a ensuite menacé et en voie de disparition, mais pour l'instant, il est préoccupant. Les États-Unis, eux, ont fait le choix de le mettre menacé, et l'Union mondiale de la nature, qui a 5 statuts, a mis vulnérable, qui est en plein centre. Alors, si on parle des populations d'ours blancs, on voit ici la carte des 19 populations d'ours blancs sur la planète. Et juste pour vous situer, Churchill est ici. Et la population là est en décroissance. En fait, sur les 19 populations, on a 7 populations dont on ne connaît pas le statut. On ne sait pas comment elles se portent. Parce qu'imaginez la grandeur du territoire et que dans les conditions où ça se trouve, ces endroits-là, c'est très difficile parfois de faire de la recherche et de faire certains inventaires. Regardez cette photo-ci. J'étais juste au-dessus dans ce qu'on appelle le tundra buggy. Je vais vous montrer des photos un peu plus loin. Alors, j'avais la tête sortie avec mon appareil photo et l'ours me regardait dans les yeux. Et quand on est rentré après, quand on a discuté de notre expérience, Bill, qui était avec nous, le biologiste dont je vous parlais, a dit, là, vous avez regardé cet ourson-là dans les yeux, puis vous allez me dire que vous allez retourner chez vous, puis que vous n'allez rien faire? Il dit, je ne le crois pas, c'est impossible. C'est pour ça que j'avais dit à Maud qu'avant Churchill et après Churchill, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui se passent quand on voit un petit ourson. Donc, j'ai eu la chance de parler à ces chercheurs-là durant des gens très compétents. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, comme Ian Sterling travaille pour le gouvernement du Canada. Ça fait plus de 30 ans qu'il fait de la recherche avec les ours blancs. Andrew Desrochers travaille à l'Université de l'Alberta. Très, très gentil, très disponible, malgré leurs grandes occupations. Puis Stephen Amstrop, lui, travaille pour PBI, maintenant pour Polar Bear International. Avant, il travaillait pour le gouvernement américain. Alors, des gens qui consacrent leur vie à la recherche sur les ours blancs. Et eux ne croient pas que l'ours blanc peut s'adapter et peut survivre. Si on lui enlève la possibilité de chasser sa proie principale, qui est le phoque. C'est sûr que quand les ours sont forcés à terre, comme à Churchill, ils vont manger de l'herbe. Durant l'été, ils vont manger des petits fruits. Mais c'est un apport qui est minime. C'est pas avec ça qu'ils vont faire la graisse nécessaire pour passer l'hiver, pour que les femelles puissent mettre bas et avoir un succès reproductif. C'est pas possible non plus de réintroduire l'ours blanc en nature. On entend souvent des histoires de réintroduction d'espèces. Et parfois, les gens me disent, mais oui, mais pourquoi c'est pas possible? Évidemment, l'ours blanc a beaucoup à apprendre de la femelle. Il y a des choses qui sont innées, comme par exemple les oursons au zoo, je les ai vus, je ne sais pas si vous avez vu des ours dans des reportages, quand ils vont chasser et briser la niche dans laquelle le bébé phoque se cache, ils vont faire comme ça pour briser la croûte de glace ou de neige sur le dessus du bébé phoque pour aller l'attraper. Et les oursons au zoo vont jouer, puis ils font ça. Donc, c'est instinctif. Mais par contre, toute l'art de la chasse, comment trouver les phoques, avoir la patience de les attendre parfois, tout ça doit s'apprendre. Et cette photo-là, je l'aime beaucoup parce que c'est ça qui se passe. C'est ça que j'ai pu voir. Je voyais la femelle qui se promenait d'une touffe d'arbuste à l'autre et l'ourson la suivait. Et regardez, on le voit, il est en train de sentir ce que la femelle sent. Elle était en train de lui montrer que ça, c'était pas intéressant. Occupe-toi-en pas. Donc, à chaque fois que la femelle s'intéressait à quelque chose, l'ourson allait voir qu'est-ce qu'elle allait faire. Ça l'approchait. Donc, ils ont beaucoup à apprendre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas réintroduire les ours en nature. Et c'est pour ça que les ours qui naissent dans nos institutions deviennent des emblèmes de leur espèce. Comme je le disais, j'ai fait beaucoup de lectures avant de partir. Puis, les ours blancs sont apparus il y a environ 250 000 ans. Et durant cette période-là, il y a eu 2 périodes glaciaires. Entre les deux, on s'est retrouvé une période où il a fait beaucoup plus chaud, où il n'y avait plus de glace sur le Groenland, où le niveau de la mer était de 4 à 6 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé avec les ours blancs? Où est-ce qu'ils étaient? Ils ont survécu? Je me faisais l'avocat du diable là, par rapport au changement climatique, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce
qui différencie, c'est la rapidité à laquelle ça se passe. D'ailleurs, les prédictions, les modèles des scientifiques envers les changements climatiques ont été largement dépassés. Ce qu'ils prévoyaient il y a quelques années est arrivé beaucoup plus tôt que ce qu'ils prévoyaient. Changement climatique. Alors, on va parler de ça un petit peu. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous l'expliquer avant. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vue. Celle que j'ai, c'est l'Université de Washington qui l'a fait. Vous allez voir défiler en quelques secondes la glace des 30 dernières années dans l'Arctique. Alors, ici en haut, on voit, on est en septembre 1979. Ça défile très, très rapidement ici. Les points rouges sont des bouées qui ont pris des données. Le blanc, c'est de la glace annuelle. C'est de la glace qui est restée là tout le temps. Plus ça fonce, plus c'est de l'eau libre. Ici, le bleu foncé, c'est de l'eau libre. Ici, c'est encore de la glace, mais moins épaisse. OK? Alors, on va partir. Merci. On est en 85. 90. 95. 2000. 2005 et 2008. Ça, c'est septembre 2008. C'est assez troublant. Ça fait plusieurs fois que je la vois, la vidéo, et je peux vous dire qu'à chaque fois, ça me trouble beaucoup parce que ça parle. Alors, je pense que la rapidité de ce qui se passe actuellement fait une grosse différence. Évidemment, c'est bien de parler de l'ours blanc et c'est bien d'en faire l'emblème. Parce que l'ours blanc devient une espèce parapluie. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là. Si je me mets en dessous de mon parapluie, je me protège et je protège tout ce qui est autour de moi. Alors, les piquants, toutes les espèces d'oiseaux qui vont vivre là-bas, on les protège par le fait même. Alors, en travaillant contre les changements climatiques, on va aider, puis en utilisant l'ours blanc comme espèce emblème, c'est tout le reste de l'écosystème qui va en bénéficier. À Churchill, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les 30 dernières années, ils ont perdu 3 semaines de glace. Ça veut dire que les ours ont 3 semaines de moins pour s'alimenter, pour chasser. En 30 ans, à chaque décennie, ils ont perdu 1 semaine de glace. Et cette année, je recevais des courriels là, de Polar Bear International de ce qui se passait à Churchill, et la glace est arrivée plus tard cette année. C'est sûr qu'on ne peut pas se fier sur une année pour déterminer des tendances, mais cette année, au lieu que la glace arrive et que les ours partent vers la mi-novembre, ça s'est fait un peu plus tard. Alors, on ne peut pas nier. Je pense que les scientifiques du monde entier disent que c'est d'origine anthropogénique. La fonte des glaciers va effectivement affecter la salinité de l'eau. Si on affecte la salinité de l'eau, on va affecter tout le milieu marin également. Alors, des étés sans glace, c'est pour bientôt. Si on pense aux populations de Churchill, eux, ce qu'ils font à chaque année, c'est qu'ils s'en vont là. Ils attendent la glace. Si la glace arrive à fin novembre au lieu de la mi-novembre, puis l'année prochaine arrive à la première de décembre, puis que l'année d'après, eux, tout ce qu'ils font, c'est continuer à faire ce qu'ils connaissent, là. Moi, je pense que c'est des populations comme ça qui vont disparaître en premier, parce qu'ils sont forcés à terre, qui mangent moins que d'autres populations qui sont plus au nord, qui ont la chance de chasser plus longtemps. Fait qu'à court terme, ça va trop vite pour eux, là. Fait que c'est pour ça que c'est pas encourageant ce qui se passe actuellement, puis qu'il est vraiment urgent de faire quelque chose. Il faut faire des gestes personnellement, il faut faire des gestes avec notre communauté, et il faut mettre la pression sur nos élus politiques. Puis c'est urgent. Je pense que Stephen Amstrop, lui, disait que il n'est pas encore trop tard, mais c'est comme minuit moins 30 secondes. C'est comme grand temps qu'il se passe quelque chose. Fait que je vous remercierai. Je ne vais pas vous garder trop longtemps. Vous pouvez venir voir la conférencière. Un gros merci à Christine Gagnon. Ça m'a fait plaisir.